Québécois et leur rapport à l'anglais et aux autres langues. Où en sommes-nous rendus? Alors, vous l'avez vu encore une fois dans votre programme, on explique un peu la mise en situation de cette table ronde en disant que la connaissance du français et de l'anglais semble de plus en plus exigée sur le marché du travail. De même, et vous vous rappelez hier soir, pour ceux et celles qui étaient là, Gérald Delarose a mentionné un effarant 70%, et je pense qu'il faisait allusion aux offres d'emploi qui demandent l'anglais. C'est quand même à Montréal, c'est quand même beaucoup, hein, 70%. Voilà, mais on exige de plus en plus une troisième, voire une quatrième langue. Alors, quelles sont les conséquences de ces tendances, d'une part sur les travailleurs au Québec et d'autre part sur l'ensemble de la société? Qu'est-ce qu'il advient du rôle du français comme langue d'usage public et de langue de convergence au Québec? Alors, nos 5 panélistes sont, en ordre alphabétique, Louis Balthazar, professeur émérite au département des sciences politiques de l'Université Laval et président de l'Observatoire sur les États-Unis à la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, M. Balthazar. Christian Dufour, avocat, politologue et chercheur. Il enseigne à l'École nationale d'administration publique à Montréal. Et sa dernière publication, je voulais vous le montrer au cas où vous l'auriez raté, là, voilà. Les Québécois et l'anglais, le retour du mouton. Alors, lecture très instructive et même divertissante, ça ne manque pas d'humour et de piquant. Alors, c'est très intéressant et c'est vraiment un essai qui critique la valorisation chez de plus en plus de francophones de l'anglais et du bilinguisme. Alors, bonjour Christian. Christine Fréchette, je poursuis toujours en ordre alphabétique, coordonnatrice au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le CIRIUM, mais aussi directrice du Forum sur l'intégration nord-américaine et consultante à quelques reprises auprès du Conseil supérieur de la langue française. Alors, bonjour. Rouba Ghazal, conseillère en environnement dans une entreprise privée. Elle est palestinienne d'origine et comme Akos et comme plutôt Farouk Karim, ce matin, on l'a vu dans le documentaire Génération 101 de Claude Godbout, qui était avec nous ce matin. Est-ce qu'il est toujours là? Il est là-bas. Bonjour, voilà. Alors, elle s'est aussi présentée aux élections de décembre dernier sous la bannière Québec solidaire dans la circonscription de Laurier-Dorion. Vous n'avez pas été élu, hein, aux dernières nouvelles? Voilà. Et enfin, dernier invité, Mathieu Laberge, directeur de projet et économiste au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, le CIRANO, à Montréal. Il a auparavant travaillé à l'Institut économique de Montréal et enseigné l'économie au Collège Gérald de Godin dans l'ouest de Montréal. Voilà. Donc, un premier tour de table, c'est ce qu'on vous a proposé. On a peu de temps. Il n'y aura pas cette fois d'échange avec vous, puisque vous allez continuer de discuter avec nos panélistes pendant la conversation de café. Alors, plusieurs voix donc plaident pour l'apprentissage de plusieurs langues et on associe cela à l'ouverture au monde du Québec. D'autres, comme vous, craignent plutôt, Christian Dufour, que cette soi-disant ouverture n'aboutisse à une capitulation de l'identité québécoise. Et cette semaine, vous avez écrit dans la presse, de même que Christine Fréchette, et on a coiffé de vos 2 lettres d'un titre, et c'est-à-dire bilinguisme, nécessité ou péril. D'abord, est-ce que c'est la bonne façon de poser la question? Et j'ai envie tout de suite de vous demander d'y répondre. Christian? Moi, mon propos est assez nuancé. Le titre du livre, Les Québécois et l'anglais, le retour du mouton, se veut provoquant, c'est voulu, hein? Le mouton qui bêle, je suis bilingual. Mais ce n'est pas un livre qui est contre l'anglais. Je pense avoir été l'un des premiers de ma génération, en 1989, dans le défi québécois, à dire l'anglais, c'est une vieille langue québécoise. Oui, c'est ce que vous répétez. Moi, je trouve que dans la gestion du rapport avec l'anglais, c'est très fondamental pour le français. Il faut tenir compte des éléments géopolitiques et historiques. Au Québec, l'anglais, c'est pas une langue comme les autres, c'est une vieille langue québécoise, c'est une langue canadienne aussi, c'est une langue nord-américaine, c'est une lingua franca de la mondialisation. On n'est pas en Europe, si on est en Amérique du Nord, il ne faut jamais l'oublier, il faut le gérer en fonction de ça. Donc, il n'y a aucune communauté, je pense, sur la planète qui est dans une situation semblable à celle de la majorité francophone à l'égard de l'anglais. Il faut être très dans le réel. Et aussi, il faut tenir compte de ce que j'appelle la tentation de l'abdication chez une partie des francophones qui, sous couvert de mondialisation, d'ouverture, de tolérance, de réalisme, sont tentés d'abdiquer l'essentiel, la claire prédominance du français au Québec. Moi, ce que je défends, c'est que je trouve que la norme, la règle, moi je suis avocat, c'est important, les normes, les règles, ça ne doit pas être le bilinguisme, la mise sur le même pied du français et de l'anglais, ça ne doit pas être le bilinguisme français non plus, ça doit être la claire prédominance du français, sans exclusion d'un anglais dont la présence n'est pas obligatoire. C'est un peu ça le thème de mon livre. Et le glissement, on le voit dans toute une série de domaines. En fait, il y a une étude du Conseil de la langue française de mai dernier sur le français et les jeunes qui faisait ressortir certains éléments. On nous parle de plus en plus
de parler un parfait anglais. Je sais que Lisiane Gagnon, dans la presse ce matin, se demandait où j'avais pu pêcher ça. Je lui ai répondu par courriel ce matin où je l'avais pêché. C'est que lors de la réunion du Congrès des jeunes libéraux québécois en août 2008, en fait, le président des jeunes libéraux prêchait pour la bilinguisation systématique du niveau primaire d'enseignement parce qu'il fallait parler un parfait anglais pour s'ouvrir au monde. Donc, ce n'est pas des choses qu'on invente. Donc, moi, je trouve que la situation n'est pas encore critique, mais il y a des signes qui sont dangereux. Il ne faut pas être naïf à l'égard de l'anglais. L'anglais fait partie de nous, c'est une partie de notre identité, mais il faut le gérer dans une optique de pouvoir. Il ne faut pas se faire avoir. Le problème de la gestion de l'anglais, c'est que l'anglais est double. C'est une partie, quelque part, c'est le conquérant, l'anglais. C'est le legs de la conquête avec ce que ça implique de négatif quand tu es conquis. Puis en même temps, c'est une partie de nous. Puis si tu nies cette partie de toi-là, tu t'affaiblis. La plupart des Québécois, le matin, mangent plus spontanément des œufs, puis du bacon, puis des toasts, que des croissants. Ouais. Hein? Donc, on a un côté anglais en nous, notre système politique administratif britannique. Est anglais. Donc, la gestion de l'anglais me semble fondamentale parce que c'est lié au passé, c'est lié au présent, c'est lié à l'avenir, puis ça nous oblige à être réalistes, à être groundés. On est en Amérique du Nord et faut jamais Mais l'oublier. ça vous amène à dire, cette position modérée, que autant le bilinguisme individuel est souhaitable, autant un bilinguisme institutionnel, mais collectif et généralisé à tous les Québécois, non seulement n'est pas nécessaire, mais mettra en péril l'identité québécoise. C'est une régression identitaire qui n'est pas nécessaire. Dans mon livre, je fais ressortir à quel point les Québécois francophones sont déjà très bilingues pour un groupe qui se veut majoritaire. Ça s'accentue de façon graduelle. C'est pour ça qui me fait peur. C'est qu'on a accrédité depuis 1 an au sein des élites le fait qu'il fallait qu'un Québécois, désormais, ça soit bilingue. Il fallait que tous les Québécois soient bilingues. Or, ça, je trouve que c'est mettre l'anglais sur le même pied que le français. C'est pas nécessaire et c'est dangereux pour de multiples raisons. Merci, Christian. Alors, écoutez, je vais tout de suite poursuivre dans la même logique. Christine, vous écrivez dans la presse et vous le dites, vous dites plutôt, en fait, que le bilinguisme, mais le trilinguisme est en train de devenir une nécessité, et pas uniquement économique, une nécessité de communication, une nécessité d'ouverture culturelle à la mondialisation. Et alors, voilà, c'est ça? Mais en fait, je dis qu'on est dans une économie du savoir et que les langues, dans le cadre d'une économie du savoir, sont un outil essentiel qu'on doit développer, sur lequel on doit miser. Et on le sait, on se le fait tapisser depuis quelques jours dans l'ensemble des journaux. On est dorénavant dans un monde multipolaire où les centres de croissance vont être répartis au sein de la planète. Et pour éviter, d'une part, que ce phénomène-là soit accompagné, je dirais, d'un tout à l'anglais, il faut essayer de favoriser la diversité linguistique. Pas sur notre territoire, au sens québécois, chez les individus. Et là, il y a une nuance importante entre le multilinguisme individuel et le multilinguisme institutionnel. Je suis tout à fait d'avis qu'il faille maintenir le français comme la langue commune, la langue d'usage public au Québec, voire la renforcer. Ou la promouvoir. Maintenir, promouvoir, voire renforcer, donner davantage de moyens, notamment pour franciser nos immigrants. Ça, il y a des manquements importants. Mais il ne faut pas, sous couvert de vouloir donner cette prédominance au français, faire en sorte que nos jeunes ne soient pas dotés des outils qui vont leur être essentiels dans l'économie d'aujourd'hui. Dans l'économie où ils auront à être soit partenaires ou compétiteurs de gens qui œuvreront dans une autre région de la planète, qui seront eux multilingues, qui auront plus de facilité à établir des contacts. On est une économie ouverte, c'est-à-dire tributaire de la santé de son secteur des exportations. Et par conséquent, on doit établir des ponts avec l'ensemble des régions de la planète pour assurer notre survie sur le plan économique. Quand les États-Unis étaient le gros moteur économique de la planète, c'est le cas, mais il reste que c'est un phénomène en voie de transition, hein, on le constate ces jours-ci. Il faut qu'on soit équipé des bons outils. D'autant plus qu'on a un capital quand même important en termes de ressources linguistiques au sein de la population québécoise que l'on doit davantage valoriser. Je parlais dans l'article notamment de l'intérêt qu'il y aurait à reconnaître, par exemple, la valeur des connaissances linguistiques de nos immigrants, par exemple en octroyant ne serait-ce que quelques crédits dans le cadre de leur étude de secondaire. Il y a là un phénomène, je pense, d'estime de soi qui serait intéressant à développer chez les immigrants. Puis en même temps, nous, on irait chercher davantage tous les fruits, tout le capital qu'on pourrait récupérer de leurs connaissances linguistiques à eux. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais je trouve qu'on a intérêt, en fait, à essayer de voir notre développement économique, notre stratégie économique, à travers aussi ce capital-là qu'on a, que sont les langues. Les langues et, entre autres, tous ces groupes de jeunes allophones trilingues ou quadrilingues. Oui, et continuer de faire en sorte que le français, comme je le disais, soit quand même... soit la langue d'usage commun, et soit aussi porté comme objectif
par l'ensemble des institutions. Et je pensais notamment à quand j'étais au HEC, je vois Mme de Villers qui est ici. Quand j'étais au HEC, peu importe le cours que l'on prenait, on avait 20% de notre note qui était associée à la qualité du français. On avait beau être dans un cours de psychologie, de management, on savait que le français, il fallait le maîtriser, il fallait le connaître. Malheureusement, j'ai appris que cette politique-là était disparue au fil du temps, mais ça, je trouvais que c'était un bel exemple de pression qu'on doit continuer à mettre sur la qualité du français, parce que quand je parle de la maîtrise des langues, c'est pas seulement l'anglais, l'espagnol ou une autre langue, c'est la qualité de l'ensemble des langues et notre structure, j'ai mes idées pareilles. Mais ce que permet en fait la bonne maîtrise d'une langue, tout comme la connaissance d'une langue étrangère, ça profite au français également. Et moi, j'ai constaté qu'à chaque nouvelle langue étrangère que j'ai apprise, d'une part, j'ai raffermi mon lien à la langue française et j'ai aussi raffiné ma connaissance de cette langue française-là. Et je pense que c'est un atout que tout le monde peut développer. Merci beaucoup, Christine. Alors, Monsieur Balthazar, j'enchaîne avec vous. Hein, votre vision, où en sommes-nous rendus entre ces deux visions différentes? Où vous situez-vous? Si non vous pas me opposées, permettez, hein, mais quand même assez différentes. C'est pas des visions complètement opposées, là, mais c'est quand même différent. Vous? Si vous me permettez, je voudrais faire quelques remarques fondamentales sur le français au Québec. Notre société moderne dépend, à mon avis, de deux grandes chartes qui sont les piliers du Québec contemporain. La Charte des droits et libertés de 1975 et la Charte de la langue française de 1977. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ces deux chartes s'équilibrent. La Charte des droits et libertés permet ou compense pour les aspects coercitifs de la loi 101. C'est très important de le rappeler qu'avec la Charte de la langue française, la langue commune des Québécois n'est pas, elle est la langue des Canadiens français, mais elle est aussi la langue, et autant la langue de Joseph Facal, de Maka Koto, d'Amir Kadir, qu'elle est celle de Pauline Marois ou d'autres Québécois de souche. C'est ça le statut de la langue française à l'heure actuelle. Je veux aussi me porter à l'encontre d'un certain nationalisme pessimiste qui nous parle constamment du déclin, de la disparition du français, etc., avec des statistiques, dans lesquelles on utilise le mot francophone, qui veut dire on est francophone quand la première langue parlée, la langue maternelle, est le français. Ça fait beaucoup de personnes que moi je considère que des francophones et qui apportent une contribution essentielle à la vie québécoise. Ça fait de ces gens-là des non-francophones. J'en ai marre d'entendre l'expression allophone, qui est une invention proprement québécoise, et en pratique, il n'y en a pas d'allophone, ou si peu. Il existe des gens qui utilisent comme langue commune dans la vie publique le français, et il y en a qui utilisent l'anglais. Et il faut aussi remarquer, à l'encontre de ce nationalisme pessimiste, que pour un petit peuple comme le nôtre, dont l'existence est toujours un défi, ne représentant que 2% de ce grand continent nord-américain, que nous ayons réussi à intégrer un nombre aussi grand d'immigrants à la langue française québécoise, je trouve que c'est une réussite remarquable. Il y a certainement, je n'ai pas fait d'enquête, mais il y a peu de petits peuples de 8 millions d'habitants qui a réussi une intégration à sa langue minoritaire aussi bien que le Québec. C'est vrai que cette langue minoritaire d'ici est une grande langue internationale. En même temps, ça ne nuit pas. Ceci dit, je m'adresse directement au sujet. Notre rapport à l'anglais... Oui, mais il fallait dire ces choses-là. Ce préambule de quelques secondes. Oui, oui. Le grand danger qui nous menace, c'est de produire des faux bilingues, des gens qui ne savent bien ni l'anglais ni le français. Et ça, il en pleut au Québec, malheureusement. Et ça m'amène à dire que la meilleure façon d'apprendre d'autres langues, c'est de connaître bien la sienne. Alors, vous savez que l'enseignement du français
au Québec accusent un certain nombre de problèmes, même chez ceux qui, dans les universités, font partie des facultés de sciences d'éducation, même chez les enseignants. Donc, ce qui urge au Québec, pour moi, d'abord et avant tout, c'est de bien connaître et de bien parler notre langue à nous. Et là, il y a une dégénérescence chez les élites québécoises. Nous en parlions tout à l'heure avant cette conférence. Il y a une mode chez beaucoup d'élites québécoises pour faire soi-disant vrai de parler un langage populaire qui est finalement du mauvais français, qui nous éloigne de la langue française internationale à laquelle nous souscrivons. À cet égard, d'ailleurs, les immigrants nous rendent un grand service souvent, parce que beaucoup d'immigrants parlent mieux français que la majorité des Québécois. Donc, la meilleure façon aussi d'apprendre l'anglais et d'apprendre une langue seconde, c'est de bien connaître la sienne. Voilà. Moi, je me débrouille pas mal en anglais. J'ai étudié 5 ans en anglais dans une université américaine. J'ai écrit des articles en anglais. Je fais des conférences en anglais. Ce que j'ai appris au collège, c'est le français, le latin et le grec. Merci, c'est ça qui m'a permis Monsieur de bien connaître Balthazar, l'anglais. pour ce premier tour pour l'instant. Alors, j'enchaîne. Je sentais à ma droite Mathieu qui opinait du bonnet. Tout à fait d'accord avec vous. Mathieu, allez-y. Merci. D'abord, moi, je tiens à réitérer un peu comme tout le monde que, évidemment, pour moi, le français, c'est la langue d'expression commune que tous les Québécois doivent partager. Maintenant, si je vais sur le thème de la discussion aujourd'hui, qui est notre rapport aux autres langues, l'anglais et les autres, moi, je crois que ma réponse à ce thème-là s'articule autour de 3 grands malaises, dans le fond. 3 grands malaises qui surviennent quand on aborde ce thème-là dans l'espace public, et je vais les détailler très rapidement, mais ça rejoint beaucoup de ce que M. Balthazar a dit. Le premier grand malaise, puis c'est peut-être surprenant, mais pas pour moi, parce que ma nature d'économiste me porte à aborder ça directement, c'est un malaise qui est d'ordre plus mécanique. C'est-à-dire de celui que quand on aborde la question du français dans l'espace public, les débats de l'espace public, par nature, sont dictés par la nouvelle, par la dernière donnée. Or, l'évolution linguistique, c'est une évolution qui se passe à long, voire à très long terme. Et vous en parliez, je pense qu'on perd de vue ça. Et je vous donne un exemple très récent, celui de l'utilisation du français et de l'anglais comme langue parlée au travail. Alors, les données du recensement de 2006 sont sorties il n'y a pas très longtemps. Cette semaine, ça a fait l'objet d'une nouvelle. Et on a dit, depuis 10 ans, l'anglais, l'utilisation du français comme langue de travail stagne. Si je me rappelle, en 2001, on avait eu la même nouvelle, parce que c'était la première année où on le constatait. Or, c'est vrai, depuis 10 ans, effectivement, maintenant, on peut le dire, il y a une certaine stagnation du français comme langue de travail. Mais ce que ça ne veut pas dire, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. D'abord, ce qui se passe aujourd'hui, on ne le sait absolument pas. Est-ce que c'est une stagnation qui va être un plateau? Est-ce que c'est un point d'inflexion et on va commencer à régresser? On ne peut pas le savoir. Par essence, parce qu'on traite des données sur le passé et que c'est des données sur du très long terme. Ensuite, Donc prudence. Donc, beaucoup de prudence. Ouais. Et comme économiste, je peux vous en dire quelque chose. Les prévisions, c'est difficile à réussir. Alors, ce qu'on peut faire, on peut voir le passé, on peut expliquer le passé, mais c'est très difficile de savoir où en sommes-nous maintenant, d'autant plus que les données qui sortent aujourd'hui datent de 2006. L'autre chose, juste rapidement, l'autre chose, c'est qu'on ne met pas en perspective non plus. Parce que si on regarde, c'est vrai que ça stagne depuis 10 ans, mais si on retourne sur du très long terme, 40 ans, depuis les années 70, il y a eu une nette progression. Ce qui veut dire qu'au final, même si on stagne aujourd'hui, on est encore en zone positive. Deuxième malaise, c'est justement cette opposition qu'on fait entre le français, l'anglais et les autres langues. Pour moi, il n'y a pas de telle opposition. Le français, c'est ma langue maternelle. L'anglais, c'est mon outil de communication. Okay? Et comme M. Balthazar, j'ai un certain malaise à ce qu'on parle d'allophone. Il y a quelques années, on mettait en opposition beaucoup le français et l'anglais. Maintenant, c'est plus le français et les allophones, mais l'allophone, ce n'est pas une langue. Il y a plusieurs groupes qui composent la catégorie, si vous voulez, statistique allophone, et il faudrait faire attention de ne pas voir ça comme un tout. Il n'y a aucune langue dans la catégorie allophone qui menace directement le français. Alors peut-être qu'il faudrait avoir une meilleure distinction sur les grands groupes des allophones, mais il y a une réflexion à y avoir sur la présentation qu'on fait de ces données-là.
Troisièmement. Et mon troisième malaise, justement, c'est au niveau du français comme langue d'expression commune. Je crois qu'à force de regarder notre relation aux autres langues, on a oublié de regarder notre relation à notre langue. Et croyez-moi, j'ai les données, je pourrais les montrer tantôt, je les ai fait imprimer en un peu plus gros que d'habitude, mais les résultats à l'épreuve uniforme de français au collégial diminuent le taux de réussite diminue d'année en année depuis 10 ans et diminue 10 fois plus vite que dans le réseau anglophone. Ma crainte à moi, et puis vous l'avez abordé un peu, c'est qu'à un moment donné, les Québécois francophones dont la langue maternelle est le français n'arriveront plus à communiquer avec les autres Québécois parce qu'on ne parlera ni bien le français ni bien l'anglais. Et ça, selon moi, c'est la vraie question. Plus que notre rapport aux autres langues, on doit se recentrer sur notre langue et s'assurer que celle-ci, on la parle comme on se doit. Merci beaucoup, Mathieu Laberge. Et pour finir, Rouba Ghazal. Oui. Enfant de la loi 101. Enfant, exactement. Donc, est-ce que vous êtes trilingue, comme 86% des enfants Oui, de la mais loi en fait, 101? moi, je parle parfaitement le français. Ma langue maternelle, c'est l'arabe. Et je me débrouille quand même assez bien en anglais. Puis dans mon travail, j'utilise énormément l'anglais dans l'entreprise manufacturière, évidemment. Parce que le siège social est aux États-Unis, donc on n'a pas le choix. Et j'ai passé une très grande partie de mon entrevue en anglais. Mais c'était correct pour cette fois-là. Pour cette job-là, c'était normal parce que pour cet emploi-là, il faut souvent qu'on parle avec des Américains et donc on n'a pas le choix. Mais par exemple, j'ai eu d'autres emplois avant où, par exemple, j'ai passé 5 ans dans une grande entreprise où, dans l'entrevue d'embauche, j'ai eu dans l'entrevue, évidemment, quelques questions en anglais, mais durant mon emploi, pendant 5 ans, j'ai peut-être utilisé, je sais pas moi, 5% maximum d'anglais, donc c'était pas vraiment nécessaire.